Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir un peu quel type de tube on va utiliser pour l'étage d'entrée en fonction des stocks là que j'ai dans un coin. L'étage de sortie, ben, on va pas trop y toucher, ben, tout simplement parce que j'ai les tubes. Et ce que j'ai d'autre, comme par exemple le L36, bien que ces tensions de plaque et d'utilisation soient à peu près compatibles, hein, 300 volts, on est tout de suite dans des courants beaucoup plus élevés, même si on pourra obtenir peut-être une quarantaine de watts de puissance en sortie avec deux tubes, ce qui est très avantageux. Alors ce tube-là, il est vachement bien parce qu'il a une pente, ou disons une transconductance de 14 millions par volt, ce qui est quand même assez important. Et donc ça va de pair avec le fait qu'il ait une tension anodique assez faible. Donc c'est un tube qui pourrait être vraiment utilisé, mais bon, le problème c'est qu'on tape dans un autre type d'ampli, dans vraiment une taille très très supérieure, et en plus, bon, on n'a pas de, de prise pour se brancher sur la plaque par le haut. J'aime pas trop ce genre de truc. Donc bon, on va rester sur l'étage de sortie comme ça, mais on va essayer de trouver une combinaison un peu idéale de ça. Alors qu'est-ce qu'on recherche avant tout? D'abord, le tube d'en bas, on cherche à avoir le gain en tension maximum. Voilà. Que ce soit pour l'étage d'entrée ou l'étage qui sert au déphasage, c'est ce qu'on cherche. Parce que si on a le maximum de gain, on peut faire une contre-réaction efficace et obtenir quelque chose de raisonnable. Donc voilà, c'est d'abord ce qui nous intéresse. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que même si un tube a beaucoup de gains, si jamais il est chargé par une résistance un peu faible, le gain s'effondre. Donc l'idéal pour récupérer le maximum de gains, c'est de le charger avec ici une charge active utilisée via un autre tube, de telle sorte qu'on essaie de conserver le maximum de gains en tension. Alors, ici en haut, soit on utilise des tubes à fort coefficient d'amplification, comme c'est le cas dans le schéma d'origine, c'est-à-dire une ECC 83, soit on utilise un tube avec une forte transconductance. Alors ce sont deux manières de voir des choses qui sont liées, hein, faut pas non plus, ce ne sont pas des paramètres totalement indépendants, mais euh, on peut obtenir une charge très élevée avec un tube à fort gain ou avec un tube à forte transconductance. Par contre, ce qui va se passer, c'est que l'impédance de sortie du système global risque d'être défavorable si on utilise simplement un tube à fort gain. Même si la charge va être très élevée, en fait, le résultant sera sensible à une charge, à la charge qui va suivre. C'est pour ça qu'ici on a des valeurs relativement élevées, et puis bon, si jamais il y a un petit courant gris qui se met, on a quand même une charge qui peut être variable, qui est branchée sur ces trucs-là. Donc, éventuellement, pour ce type de montage, on privilégierait plutôt une transconductance élevée. Ce qui dit transconductance élevée, dit que si, pour une raison ou pour une autre, la tension ici de grille varie un peu, la transconductance élevée va faire qu'il y a un courant élevé qui va circuler, qui va être mesuré par cette résistance-là et qui va contrer, vu le branchement qui est là. Ici, on est en contre-réaction totale qui va ici, plus la transconductance va être élevée, plus la tension éventuellement de la résistance va être élevée, plus en fait il va contrer le phénomène qui aurait décidé de faire bouger la tension grille. Donc on a quelque chose de beaucoup plus verrouillé, beaucoup plus rigide. Hein, plus la transconductance est élevée, plus le système est rigide à toute variation. C'est-à-dire qu'on a un courant qui reste fixe quoi qu'il se passe. Avec un gain, c'est la même chose. Un gain élevé, c'est la même chose, un gain de tension, mais c'est vu de l'extérieur que la différence va se faire. Donc ici, le tube d'origine, c'est une ECC 83. Voilà ses caractéristiques. Alors c'est facile de voir. Ici, si on prend caractéristiques de base, on a un coefficient d'amplification de 100, ce qui est très élevé. Hein, ce sont des tubes à très grand gain. Et une transconductance de 1,5, en gros 1,5 million par volt, ce qui est relativement faible. Hein, donc on est surtout, là on est dans le privilégier le gain, et c'est en fait le gain qui fait que le tube d'en haut, celui-là, se comporte comme une assez bonne charge active. Par contre, l'impédance de sortie risque d'être relativement élevée, donc sensible à la charge qui va suivre. Donc ici on se retrouve avec 1,5 million par volt. Alors qu'est-ce que c'est la transconductance? Si on regarde les courbes en vitesse, hein, ici les courbes caractéristiques qui sont souvent utilisées, le gain en tension, c'est ce qui est horizontal. C'est-à-dire que je prends par exemple la courbe à 0 volt, ici, tension de grise 0 volt, tension de grise de moins 1 volt.
la variation de tension entre là et là, c'est le gain en tension. Donc ici, on a un certain nombre de volts hein, qu'on a gradué en bas. Lorsqu'on fait varier la grille de cette tension-là, on a une tension qui varie de temps, à courant constant. Et qui dit courant constant dit en fait simplement une impédance de charge infinie. Si on avait une impédance de charge non finie, on serait sur une droite penchée comme ça, et donc on aurait quelque chose qui serait plus étroit en gain. Hein. Graphiquement, on peut le représenter, le fait que le gain varie avec la charge. Mais une charge idéale, ça veut dire qu'on se balade avec une charge infinie, ça veut dire qu'on se balade sur une droite horizontale en courant. Le courant reste constant, quoi qu'il se passe. Et donc, le gain, le mu, qui est par définition la variation de courant plaque quand la grille varie à courant constant, ben c'est le maximum d'amplification qu'on puisse obtenir avec finalement une charge infinie. La transconductance, c'est le contraire. C'est quand on varie par exemple de 0 à 1 volt, à tension plaque constante, on varie de temps d'ampère. Et donc c'est ça la transconductance, c'est-à-dire qu'on a varié ici en courant plaque, à tension constante, on a varié d'un certain nombre d'ampères. Et ces deux paramètres, transconductance ou ici horizontalement gain en tension, ce sont les deux paramètres qui sont donnés d'une manière moyenne par le constructeur. Alors ce sont des coefficients qui varient en fonction du point de fonctionnement, etc. C'est pour ça bon, ça varie. Là, ici, la transconductance varie, d'autant plus qu'on se retrouve dans des tensions plus élevées. Bon, disons que voilà, c'est un tube typique avec gros gain, une transconductance relativement faible. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dans le stock? J'ai la 12 AT7, qui est le CC81. Alors elle, ces données qui sont par ici, alors le facteur d'amplification, c'est pas 100, c'est 60. Donc on a moins de gain. Par contre, on a une transconductance supérieure. Alors, c'est sûr qu'on n'obtiendra pas le même gain qu'avec le CC83. Par contre, on peut faire ici, en utilisation là, obtenir quelque chose qui pourrait mieux marcher et qui pourrait mieux marcher, disons, qui serait équivalent grâce à la transconductance supérieure et qui aurait une impédance de sortie plus faible. Donc, on aurait probablement moins de gains, globalement, mais on aurait quelque chose de plus rigide, on va dire. Alors, c'est tout à fait utilisable, ce tube-là pourra tout à fait être utilisé en haut et en bas. Le seul problème, c'est que les caractéristiques ne sont pas super régulières. Si on regarde une 12 AX7, donc le CC83, les courbes sont quand même nettement plus équidistantes, nettement plus jolies. Donc là, c'est pas top. Hein. On peut voir aussi sur ces courbes-là comment le mu, donc le gain en tension varie en fonction du courant plaque, des choses comme ça. C'est intéressant de le voir parce que ça permet de voir comment les caractéristiques du système varient. Sur une CC83, le mu il est quasiment constant sur tout un lot de plages de travail. Donc c'est un très bon tube, le CC83. Donc le CC81, ouais, c'est pas mal, mais bof, ouais. Alors maintenant, un autre tube, par exemple, 6SN7, ce que j'ai en stock. Alors lui, dans ses données, il a un gain de 20. Donc c'est pas très intéressant. Et en plus, il a une transconductance relativement faible. Donc c'est pas vraiment le genre de tube qui nous intéresse. Donc celui-là, ça ne conviendra pas. La 6SL7, elle, a un gain de 70. Transconductance de 1,6, l'équivalent de l'ECC83. Donc c'est comme une ECC83 avec un facteur d'amplification inférieur. Donc il est moins adapté, mais bon, je trouve qu'il est plus adapté que les autres, et en plus ses courbes sont d'assez bonne qualité, sont assez équidistantes, etc. Donc je pencherais plutôt à utiliser ça en amplification plutôt que le CC81, qui est beaucoup moins régulière. Je pense que la 6SL7 est plus adaptée, même si le gain est un peu inférieur. Et la transconductance, elle, par contre, elle est équivalente à le CC83. Donc, si on remplace le CC83 par une 6SL7, on obtiendra à peu près quelque chose avec moins de gain. À peu près la même chose que l'autre, mais avec moins de gain. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici la 6C45, qui est dans ce cas-là une triode simple. Alors elle, c'est un autre type de triode, c'est une triode avec des très grosses transconductances
et en plus un facteur d'amplification assez élevé de 50, mais il a une transconductance assez élevée. Donc en amplification pure, on aura moins de gains. Par contre, en charge active, on risque d'obtenir quelque chose de très robuste et une impédance de sortie assez faible. Alors, on se dit que finalement, il n'y a rien qui empêche d'utiliser des tubes différents en haut et en bas. Et là, ici, il pourrait venir l'idée d'utiliser en bas une 6SL7 qui a du gain et des courbes de bonne qualité, et une 6C45 en haut en tant que source de courant. Grâce à sa très haute transconductance, on aurait une impédance de sortie qui est vachement faible, on aurait quelque chose qui serait assez rigide en haut, et finalement, peut-être que on aurait un meilleur rendement au niveau. Quand je dis rendement, c'est-à-dire que on récupérerait en proportion plus de mu du tube qu'avec le CC83. Alors ça, c'est dans les simulations qu'on verra si, en fait, ici, ayant un gain de 70 et une charge assez élevée, peut-être qu'on va réussir à récupérer en pourcentage plus de gains en tension avec une 6SL7 et une 6C45 que le schéma d'origine, ici, avec deux ECC83, où en fait, je vais peut-être obtenir un pourcentage moins intéressant de tension, même si le tube a un gain en tension supérieur. Donc, c'est à vérifier, c'est à voir. Donc là, je pense que cette combinaison-là est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ce tube-là, le CL82, ou ici des PCL82. La seule différence, c'est la tension de filament. Ce qui est intéressant, c'est que ce tube-là, il a une triode et une pentode. Alors la triode, elle a un gain de 70, pareil, et elle a une transconductance de 2,5, qui est un peu meilleure à celle de la 6SL7. Donc c'est un tube qui pourrait tout à fait convenir aussi, ses courbes sont de bonne qualité aussi. Et en haut, on se dit, on peut tout à fait utiliser une pentode ici, à cet endroit. Et une pentode, c'est quelque chose qui est assez adapté à ce genre de truc, parce qu'une pentode, c'est un gain gigantesque. Et donc, mettre une pentode en hauteur, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Et sachant qu'ici, la pentode a une pente assez élevée, 7,5, je pense que c'est tout à fait envisageable d'utiliser la pentode en tant que charge. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que ça suppose de changer le schéma. Et c'est pas le but ici. Le but, c'est de trouver des tubes de substitution et non pas de changer le schéma. Alors, pour une utilisation de pentode en tant que source de courant dans ce cas de figure, faut aller voir la vidéo que j'avais faite sur le 300B qui utilise une pentode à forte transconductance et qui utilise un schéma un peu plus compliqué pour le piloter. Bon, donc avec ce tube là on pourrait faire un ampli à deux tubes, deux ECL 82 avec par exemple la triode en entrée et les pentodes en sortie. Mais on pourrait utiliser en entrée un tube avec la pentode en haut, ça pourrait tout à fait fonctionner. Mais bon, ça suppose de changer le schéma. En plus ici, comme on va travailler à peu près à la moitié de la tension d'alimentation, les deux tubes vont se partager la tension d'alimentation, à peu près à la moitié, on va dire. Donc on est à peu près à 150 volts d'utilisation, par exemple pour la triode. Si on regarde, la triode à 150 volts par là, pour quelques milliampères, on est à moins 5, moins 2 volts, ce qui est à peu près ce qu'on voudrait. Après, la pentode, elle, ici on serait obligé de travailler peut-être à moins 12 volts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas que ça dissipe de trop. Donc on serait à moins 12 volts. Donc ici, on aurait une chute de tension de à peu près moins 12 volts là, et ici on serait à 1 à 2 volts ici. Bon, ce serait tout à fait utilisable, il y aurait un peu plus de déchets, mais bon, on aurait quelque chose qui fonctionnerait. Néanmoins, finalement, je vais rester avec l'idée de la 6SL7 en bas et la 6C45 en haut. Parce que la 6C45, alors là j'ai les courbes, alors c'est un peu pourri, mais les courbes, on a des, ici on va être à peu près à 125-150 volts, et on va être à quelques milliampères, on ne va pas l'utiliser en fort courant, on va être en bas, on est à peu près à moins 2 volts, pareil, moins 2 volts on va dire, dans ces eaux-là, ce qui veut dire que on a moins de déchets ici. On aura moins de tension de déchets par rapport à un autre tube. Donc ce qui est aussi très intéressant, on va éviter de perdre une dizaine de volts qu'on aurait perdu si on avait utilisé autre chose, comme la pentode. Donc ici, 6SL7 en bas, 6C45 en haut, ce qui semblerait raisonnable, forte transconductance en haut,
coefficient d'amplification en bas. Et puis voilà. Je pense qu'on va partir sur cette base-là. Et maintenant, en fait, la question c'est qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme composant ici et là, et éventuellement ici, pour s'adapter au nouveau tube. Alors évidemment ici, il faut recalculer tout simplement pour revoir les polarisations, hein, ça c'est sûr. Et ici, il va falloir recalculer ça si on arrive à obtenir quelque chose qui a une impédance de sortie plus faible. C'est-à-dire ici, on va pouvoir diminuer un peu les résistances sans que ça ait d'impact. Moi, mon souci avec ce schéma-là, c'est que ici, les résistances sont vachement élevées, ce qui produit du bruit déjà. Et surtout, on a vu que ces résistances-là servent de résistance de fuite de grille pour les tubes là, mais elles sont trop élevées. Le constructeur les donne à 1,5 mégaume au maximum, mais là, on est vraiment à la limite. Moi, je verrais plutôt quelque chose qui descend de l'ordre de 100 kΩ, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'il ne faut pas mettre des résistances de fuite de grille trop élevées pour un tube. On peut obtenir des phénomènes vraiment bizarres pour des tubes qui seraient un petit peu à la limite. Donc, je préférerais baisser ces valeurs-là, si possible, si l'étage se comporte bien. Et il faudra bien sûr revoir le taux de contre-réaction, parce que le gain global du système risque d'être modifié. Donc ça, pour le voir, pour calculer ça, en fait, bon, on peut travailler à l'ancienne. Alors, travailler à l'ancienne, ça peut être aisé si on travaille avec le schéma d'origine. Par exemple, avec la 12 AX7, on a les deux mêmes tubes en haut et en bas. Donc, on peut prendre ça et faire des tracés graphiques et trouver les points de fonctionnement et voir où est-ce qu'on est, voir les chutes de tension et trouver, selon les points de fonctionnement, calculer les composants. Ça, on peut le faire parfaitement à l'ancienne. Le problème, c'est que si on utilise des tubes différents, ici 6SL7 et là 6C45, ben, il faut travailler sur deux graphiques. Alors là déjà 6SL7, bon ben voilà, on a ça, hein. On va plutôt travailler dans ces eaux-là, je pense dans ces eaux-là. On a ça. Après, il faut travailler sur cette figure-là, et en plus, on va travailler avec des courants très faibles, donc c'est inutilisable. Donc là, déjà, on n'a pas le matériel pour pouvoir travailler correctement. Mais maintenant, on ne fait plus trop ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un simulateur analogique. On va utiliser LTSpice, LTSpice qui est extrêmement populaire. Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de tubes disponibles comme en tant que modèle Spice, et des modèles qui sont assez évolués et assez proches de la réalité. Donc on peut vraiment faire quelque chose d'assez fiable avec ces modèles-là. Et tous ces tubes, 12AX7, 12AT7, 6SL7, 6V6, ainsi que la 6C45, tous ces modèles sont disponibles pour LTSpice. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va tout de suite facilement modéliser, voir vers où ça va, voir si notre choix de tube nous donne les caractéristiques qui nous conviennent, et on peut directement calculer l'impédance de sortie, les gains, voir un peu les effets de la contre-réaction, etc. Et réévaluer directement les valeurs qu'il va falloir mettre aux nouveaux composants, et avec quasiment, on ne va pas dire la certitude, mais avec des grandes chances de prendre directement ces composants-là, faire l'ampli directement, et avoir exactement ce qu'on a prévu. Et voilà. Donc, la partie d'après, ben, ça va être simple. Ça va être, on va modéliser le schéma d'origine, on va voir comment il se comporte, et on va le comparer avec le nouveau schéma, avec les nouveaux tubes, et les nouvelles valeurs de composants qu'on aura mis pour évidemment faire travailler les tubes dans les bonnes conditions. Et puis on va voir s'il y a un progrès, quelles sont les vraies différences, etc. C'est très intéressant de voir comment le montage se comporte lorsqu'on fait ça. Et donc voilà, maintenant c'est quand même beaucoup plus pratique de faire de la simulation analogique, et ça nous permettra de finalement mettre au point l'ampli et avoir directement ce qu'il faut pour pouvoir faire un prototype et vérifier que tout va bien. Donc voilà, donc on va passer aux simulations et vérifier tout ça. Donc on va simuler certaines choses pour comparer les deux montages et voir si tout va bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de LTSpice et de l'utilisation parce que là il y en aurait pour des heures et des heures, ni faire toutes les mesures dans tous les sens, etc. Après on fait ces expérimentations comme on veut avec, mais c'est juste pour donner les grandes lignes à ce niveau-là. Alors on va commencer simplement par l'étage d'entrée tout seul, c'est ce qui nous intéresse avant tout. Donc ici j'ai 4
version de la même chose. Simplement, j'ai pris l'étage 12AX7, donc ECC83 d'origine, avec une charge très très élevée, c'est-à-dire qu'il est quasiment en boucle ouverte, ce qui évite, en fait, pour le simulateur, ça évite d'avoir un point qui soit en l'air, hein, c'est juste pour le référencer par rapport à la masse. Ainsi que donc la combinaison que j'ai choisie, 6SL7 et 6C45. Donc bon, après, c'est pas forcément super visible, c'est un peu touffu, mais bon, c'est vraiment le même schéma, sans contre-réaction, sans rien, hein, c'est le schéma d'entrée tel qu'il est là. Alors après, ce que j'ai fait, c'est juste derrière, j'ai fait une copie des deux, le CC83 et puis nos tubes, avec une charge de 100 kΩ. À quoi ça sert ça? Avec ça, on peut calculer l'impédance de sortie. Ici, on est quasiment en circuit ouvert, et ce circuit-là a une impédance de sortie. Mais la tension de sortie sera vraiment égale à la tension du générateur de tension équivalent. À partir du moment où on va le charger, en fait, la tension de sortie va baisser. Et en fait, cette résistance de charge avec la résistance de sortie forme un pont diviseur. Et on peut en déduire quelle est la résistance de sortie du système. C'est par définition, c'est vraiment la définition même de la résistance de sortie d'un système. Donc ça permet de voir quelle est la sensibilité du truc à la charge. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une simulation vraiment temporelle. Et donc, on va pouvoir, voilà, mesurer, j'ai pris un signal de 1 kHz et on va mesurer la sortie et on va pouvoir vérifier le gain. Alors, les sources de tension, elles, font 1 volt. Comme ça, c'est facile. Donc, on va prendre la sortie. ECC83 et notre nouvel étage d'entrée. Voilà. Alors, tout de suite, ce qu'on voit. Bon, c'est sûr, on voit, il y a tout de suite une différence de gain. Alors, comme je suis à 1 volt en entrée, mais le CC83 a un gain, en gros, de, ici, je suis à peu près à 71, un gain de 71, en gros. Et l'autre système a un gain de 56, ou 56, 57. Donc, évidemment, on a un petit peu moins de gain avec le nouveau système. Ce qui était logique, vu que le tube d'entrée a un gain de 70, alors que le CC83 a un gain de 100. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait un gain inférieur. Bon, pourquoi pas. C'est pas très grave en soi, tout simplement parce qu'il faut bien voir que les 6V6 ont besoin de même pas 20 volts pour être à fond. Donc ici, on a, dans un cas, on a plus ou moins 70 volts, et dans le cas, on a plus ou moins 55 volts. Donc on a largement de quoi attaquer de l'autre côté. Bon. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est donc comment ce système va subir une charge en sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici, d'abord, la tension de sortie de l'ECC83 chargée et la tension de sortie de l'autre système chargé. Alors, c'est surtout là que ça se voit et c'est assez intéressant. Donc, vert et rouge, c'est l'ECC83. Donc on voit que ça passe d'un gain de, ici, 71 à un gain de 60, lorsqu'on charge à 100K. Par contre, l'autre, avec la même charge, passe de 57 à peu près 55. C'est-à-dire qu'il varie que de 2 volts, alors que l'autre varie de 71 de 11 volts. Ce qui veut dire que l'impédance de sortie du nouveau système est beaucoup plus faible que le précédent. Ce qui est logique parce qu'on utilise un tube à forte transconductance plutôt qu'un tube à fort gain. Et c'est là que va se jouer la différence. Et lorsque l'étage de sortie est fortement sollicité, on peut se retrouver avec des courants gris qui peuvent débouler et qui chargent brutalement l'étage d'entrée. Et ça, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus immunisé contre les variations de charge. Non seulement ça, mais en plus, ça va permettre de voir notre réseau de contre-réaction qui suit, le voir à la baisse au niveau des valeurs, ce qui sera forcément plus intéressant au niveau du bruit. Et ça permettra d'avoir des résistances de fuite de grille de tube qui sont dans des valeurs un peu plus acceptables. Donc, même si on a perdu du gain, mais finalement, on n'a pas perdu tant que ça si la charge devient non négligeable. Hein. Donc, je pense que l'étage d'entrée, avec les nouveaux tubes, est meilleur que le précédent. Il est plus immunisé, même s'il a un peu moins de gain.
Donc ça, c'est pas trop grave qu'il ait un petit peu moins de gain. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Par contre, je pense qu'il sera beaucoup plus robuste en tant que tel par rapport au précédent. Donc là, on voit que la combinaison est plus intéressante au niveau uniquement étage d'entrée. Maintenant, on va l'incorporer dans l'ampli complet. Donc là, on va reprendre l'ampli à base de CC83. Donc ça, c'est l'ampli tel qu'il est dans le schéma. Alors, quelques précisions là-dessus. Donc, j'ai repris exactement les composants, hein. Alors, le transfo de sortie, alors sous LTSpice, définir des transformateurs, c'est pas aussi direct que ça. En fait, c'est sous forme de self couplés entre elles. Donc là aussi, on a 5 self. Parce que j'ai refait le système à ultralinéaire avec la prise à 40%. Ici, j'ai pris tout le système couplé avec un couplage complet entre les trucs. Donc j'ai idéalisé le transformateur, c'est pas encore trop ça qui m'intéresse ici. Alors là, je n'ai pas de quoi modéliser. J'ai pris un transformateur un peu idéalisé en version ultralinéaire. Bon, le principal, c'est qu'on se retrouve avec un transfo, un rapport de 1 à 8000 plaque à plaque. Alors les valeurs ici sont des valeurs en Henry, c'est-à-dire en valeur de self-inductance. Alors les valeurs de self-inductance suivent les mêmes règles que les impédances. Par rapport au nombre de tours, il y a une racine carrée qui déboule. C'est-à-dire que si j'ai un lien d'impédance de 8 à 8000 entre les deux extrémités, j'ai un rapport de 1000 dans les impédances, ça veut dire que j'ai un rapport de racine de 1000 en nombre de tours. Par contre, tout ce qui est inductance, ça suit les mêmes règles. Alors, ici, on se dit, j'ai pris une inductance de sortie de 8, ce qui me simplifiait les calculs, et ça, c'est les équivalents en inductance du nombre de tours qui correspond à l'entrée. Alors, c'est plus difficile à dire qu'à calculer, mais disons que le rapport des tours, c'est racine de 1000. Vu que je passe de 8 ohms à 8 kOhms, un facteur 1000, donc le nombre de tours, lui, est en racine. Donc c'est en gros 32. Ok? Donc, entre ici, la première anode ici et l'autre anode, j'ai 8 kOhms. J'ai un certain nombre de tours. Entre chaque branche, j'ai la moitié des tours. Ça veut dire qu'au niveau impédance, j'ai le quart de l'impédance. C'est-à-dire qu'entre le point milieu ici et le ici, j'ai un quart de 8000 ohms, j'ai que 2 kOhms. Donc, en fait, ici, j'ai pris une prise à 40% et 60%. Donc ici, j'ai 40% du nombre de tours et ici 60% du nombre de tours. Et ramené en impédance, on se retrouve en racine carrée, ou en carré, ça dépend dans quel sens on prend. D'où les valeurs 320, 720 qui correspondent, qui sont le pendant en impédance, mais ramené en inductance. Simplement, ce qui compte, c'est le rapport entre les trucs. Donc si je veux respecter 8 kOhms plaque à plaque avec un 40%, 60%, bon ben voilà à ce à quoi on doit arriver en termes de... Ici, c'est de la self-inductance. Mais ça pourrait très bien être du nombre de tours. Ça suit la même règle. Ce qui compte, c'est la proportionnalité entre tout ça. Bon, après, comme le transfo idéal, finalement, ça ne va pas jouer grand-chose. Mais ces valeurs-là, c'est vrai qu'elles paraissent bizarres, mais c'est parce qu'on travaille avec des impédances et non pas avec des nombres de tours. Et donc, on se retrouve avec des racines ou des carrés. C'est-à-dire qu'ici, passer de 8000 à 2000 ohms quand on divise le nombre de tours par 2, c'est parce que les impédances travaillent en racine carrée. Donc, voilà les valeurs qui correspondent à un transfo 8000 et 8 ohms. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ce qui compte, c'est que j'utilise de toute façon le même de chaque côté et que je retombe sur mes pattes. Maintenant, bon, c'est le même truc. J'ai alimenté sur 300 volts. Voilà, bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire la même simulation. Donc, ici, oui, je vais prendre directement la tension de sortie. Voilà. Donc ici, j'ai à peu près 9 volts. Alors, j'ai pris une tension d'entrée de 0,5 volts. Alors, en fait, j'ai préparé à l'avance. Si par exemple, je mettais 1 volt, voilà ce qui se passe. L'ampli sature déjà. En fait, il a beaucoup de gains globalement. Et malgré la contre-réaction, en fait, il sature déjà avec 1 volt à l'entrée. En fait, j'ai mis 0,5 volts pour avoir à peu près, on va dire, en gros, juste avant l'écrêtage. Donc, juste avant l'écrêtage, il accepte 0,5 volts, ce qui n'est pas énorme, hein,
Donc il ne faut pas trop le solliciter, sinon il sature assez vite. Donc cet ampli là est très sensible. Donc sous 0,5 volts, voilà, j'ai ça et j'obtiens à peu près avant saturation. Pareil, c'est au simulateur, hein. Ici j'ai 8 volts 7, crête. Donc si on le veut en watts, ben, en watts ça va donner simplement. Si je vais sortir la calculatrice, voilà. Donc ici je suis à on va dire 8,8. En fait c'est 8,8 crête, il faut que je divise par racine de 2, ce qui fait 6,22. U carré sur R, donc je l'élève au carré, et je divise par la résistance. Donc ici j'ai à peu près 5 watts. Ici j'ai à peu près 5 watts. Donc je peux aller plus loin, hein, on peut aller un peu plus loin. Je suis pas du tout 0,5 volts, je suis relativement loin du début vraiment de l'écrêtage absolu, mais bon là je suis à peu près à 5 watts. Bon, je pense qu'on peut monter peut-être à 8 watts avant de commencer à voir l'écrêtage. Donc là j'ai pris une certaine marge de sécurité, c'est sur ce point de fonctionnement que je vais comparer avec l'autre. Donc là, voilà à peu près ce qu'on obtient. Donc on voit simplement ici j'ai ce qui sort de là, ce qui sort de la branche au-dessus. On voit que la branche en dessous c'est le même symétrique, hein. Après on peut bidouiller certaines valeurs, voir pourquoi la résistance ici change la symétrie ou pas, etc. Bon, on peut le faire. Moi je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que là ça durerait des heures, mais maintenant je vais ouvrir l'autre qui est en fait le même. C'est exactement le même schéma, sauf que là en fait j'ai adapté des valeurs de composants pour pouvoir fonctionner à peu près d'une manière similaire. Donc ici, je polarise à peu près de la même manière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la simulation qui est identique. J'utilise les mêmes paramètres, hein. Donc je vais prendre la tension de sortie. Je me suis mis dans les mêmes conditions, hein, pour pouvoir vraiment les comparer entre eux. Alors tel qu'il est là, moi je l'ai fait de telle sorte que en fait, la tension d'entrée, pour avoir la même chose que l'autre, je suis à 1 volt un peu passé. C'est-à-dire qu'il est moins sensible. Je pense que c'est mieux qu'il soit moins sensible parce qu'on a vite fait d'avoir plusieurs volts comme ça en sortie d'appareil. Donc je trouve que l'autre est trop sensible. Là, j'ai calé la contre-réaction de telle sorte que je suis à 1 volt à peu près par rapport. J'ai à peu près 2 fois le gain. Hein, c'est à peu près ça, à peu près 2 fois le gain. Donc ici, on retrouve évidemment des trucs tout à fait équivalents. La saturation va arriver exactement au même moment parce que de toute façon la saturation c'est l'étage de sortie qui n'a pas changé. Hein, l'étage d'entrée est largement au-dessus des possibilités de l'étage de sortie. Alors la différence ici quand même, si on regarde de plus près, c'est que les résistances ici de charge sont passées à 100 kΩ. Je les ai divisées par 3. J'ai réévalué cette résistance-là parce que j'ai pu évaluer le gain de ce truc-là. Donc on a vu les calculs, hein, comment ça se calcule, c'est à peu près ça. Ici, la contre-réaction, elle a un peu évolué. L'autre contre-réaction, c'était une simple résistance de 7K5 qui était mise au point d'injection, là, avec une résistance de 200. Alors j'ai gardé la résistance de 200, ça marche très bien comme ça, sauf que la résistance est beaucoup plus faible. Alors là, il y a une subtilité que l'autre ampli n'a pas compensé, ce qui fait que quand on regarde l'autre ampli, si on regarde en bas ici, là, on a les points de repos. On voit que le tube d'en haut fonctionne à 1,22 V et le tube d'en bas, lui, fonctionne à 1,36 V. Ils ne sont pas tout à fait symétriques. Dans celui-là, j'ai fait de telle sorte que c'est un petit peu plus proche. Donc ici, je suis à 1,5 V. Donc je pourrais supporter un peu plus de tension d'entrée. Et là, 1,5 V. Là, j'ai une symétrie nettement meilleure. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que là, j'ai une résistance de 22K, alors que l'autre, j'ai une résistance de 2K. Ce qui est étrange parce que j'ai la même valeur. Alors ici, il a fallu que j'augmente. J'ai mis 4K7, hein, ce qui correspond à ce tube-là. Hein. C'est facile de le vérifier hein, sur les caractéristiques. Bon, les valeurs sont plus élevées. Ça augmente sa rigidité en fait au niveau du truc. C'est-à-dire qu'on a si la résistance est plus élevée, il a plus de gains au niveau de la mesure du courant qui circule ou des variations de courant. Il a plus de gains. Donc plus la résistance ici sera élevée, plus le truc sera rigide. Mais le problème, c'est qu'on perd en tension. Donc ici, je me suis mis de telle sorte que là je suis à 134 volts. On peut regarder en bas ici,
Ici, c'est le point, c'est 134 volts. Si j'augmente de trop, en fait, la tension baisse de plus en plus et lui, il n'aura plus assez de place pour faire des variations de plaques. Donc, c'est un compromis. Il ne faut pas descendre trop bas. Si on descend plus bas, on est plus rigide, mais on perd du swing en sortie de tube. C'est parce que ça fait descendre la tension vers le bas. Donc, j'ai gardé ce compromis-là, ce qui permet d'avoir suffisamment de marge pour ce truc. Par contre, ici, pourquoi ici j'ai 22K? Je me retrouve exactement au même point, 1,5, et ici pareil, 1,5. Je me retrouve au même point alors que j'ai 10 fois la résistance. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a la résistance de contre-réaction ici qui part à la sortie et qui va via le haut-parleur, ici une résistance de 8 ohms, va à la masse. En fait, cette résistance-là, avec le haut-parleur, donc à peu près négligeable, elle est en parallèle avec tout ça. Alors ça, c'est le point de repos. Donc le condensateur ici ne joue pas. C'est comme si un circuit ouvert, je suis en continu. Et donc, ça veut dire que j'ai cette résistance-là, R1 et R15, en parallèle avec cette résistance-là, éventuellement le haut-parleur en plus. Donc, ce groupe-là, globalement, c'est une résistance de 2K2 en parallèle avec ça. Ce qui fait 2K. C'est-à-dire que je me retrouve au même point de repos. Après, en alternatif, bon, ben, de toute façon, ici j'ai 0 parce que j'ai la capacité de court-circuit. Et ici j'ai une résistance faible, mais je suis obligé d'avoir pour pouvoir injecter la tension de sortie. Donc voilà, donc je suis obligé quand même d'avoir une résistance non découplée pour pouvoir injecter la contre-réaction. Sinon on ne pourrait pas. Donc, mais je suis obligé de mettre une résistance beaucoup plus élevée ici, tout simplement parce que celle-là fait aussi partie de la polarisation de cathode. Le problème avec ce truc-là, c'est qu'on voit ici, là on est 1,22 et ici on est à 1,30. On a eu souvenir. Voilà, 1,36. Tout simplement parce que ici on a une résistance de 2K et de 200 ohms, mais en plus on est en parallèle avec 7 kΩ 5, ce qui fait que ça va baisser ça à peu près lors de 1K8, 1K7. Donc la contre-réaction, elle vient charger tout ça, faut pas l'oublier. Là, ici, on a une certaine asymétrie des deux étages. C'est pas très grave parce que cet étage-là, de toute façon, il est en gain unitaire. Donc, à la limite, c'est un truc de gain 1. Non. Mais si on veut quand même garder une certaine symétrie, en fait, il faut compenser quelque part. La contre-réaction va jouer sur la polarisation du tube. Ça, c'est une chose qui est importante. Donc, voilà. Sinon, le système fonctionne parfaitement. Et ce qui est intéressant ici, ce que je vais faire, c'est bon, je vais virer les traces des trucs, voilà. Et je vais garder l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller voir, par exemple, vu qu'on est dans les mêmes situations, on va pouvoir finir là-dessus sur une transformée de Fourier rapide. Bon, je vais faire ça. On va faire une transformée de Fourier rapide des deux. Donc ici, un transformé de Fourier de ça, donc je vais prendre V out, ok. Bon, ce qui nous intéresse essentiellement c'est le début, on va pas aller voir plus loin. Donc, je fais ça, et on va faire la même chose ici. Et on va pouvoir comparer. Voilà, on va essayer de les mettre à peu près correctement. Ce qui vous intéresse, c'est de regarder un peu les harmoniques, voir si se comporte pareil ou pas. Alors c'est plus difficile de voir, mais bon, j'ai essayé de garder à peu près les mêmes dimensions, mais c'est... Voilà. Donc on est à peu près au même niveau, du fondamental. Par contre, au niveau des harmoniques, ça c'est l'original à base de CC83, ça c'est le nouveau. On est en tension de sortie équivalente, on voit que le nouveau, il a un peu moins de distorsion que l'autre. Son bruit est plus bas. Je pense que ça c'est dû simplement au fait qu'on utilise des résistances de valeur plus faibles. Donc le bruit est moins... il y a une contribution au bruit qui est plus faible au niveau des résistances. Et la distorsion est plus faible. Tout simplement parce que la contre-réaction est un peu plus élevée. Même si le gain de l'entrée est un peu plus faible, la contre-réaction est plus élevée pour des raisons de gain, etc. Mais je pense que si l'autre ampli était réadapté pour avoir une contre-réaction équivalente, on obtiendrait à peu près le même résultat. Ça, ces distorsions-là, c'est l'étage de sortie. L'étage d'entrée est fortement sous-utilisé parce que simplement il a besoin de sortir plus ou moins 20 volts pour mettre l'étage de sortie à fond. Donc, il est très sous-employé. Donc
À la limite, je pense que la distorsion ici, c'est surtout parce que la contre-réaction est un peu plus élevée sur le nouveau que sur l'ancien. Mais sinon, on obtient un bruit de fond plus faible, je pense, et globalement, ici, une distorsion un peu inférieure. Voilà. Donc, on voit que ce système fonctionne parfaitement. Donc, ici, je pense qu'on peut garder ce montage définitif pour faire le premier proto. Donc, ici, les résistances de 2K, ça passe à 4K7 pour celle du haut. 2K en bas, ça marche très bien. Ici, 22K, mais c'est pas très critique. Hein. Bon, 22K, c'est vraiment pour équilibrer. Contre-réaction de 2K2 au lieu de 7K5. Ici, on passe à 100K au niveau des résistances là. 2K4 pour équilibrer, hein, c'est ce qui correspond à pas. Comme on a un peu moins de gain, en fait, cette résistance-là doit être un peu plus élevée qu'avant. Tout simplement pour compenser la chute de gain due à l'imperfection de ce truc-là. Puis le reste, ça reste identique, et puis on a un ampli qui fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, voilà une manière de recycler un schéma avec des tubes qu'on aurait en stock, hein, et qui seraient sélectionnés. Et puis finalement, ils ont peut-être moins de gains, mais finalement l'ampli fonctionne tout aussi bien, et voire peut-être même mieux à voir. Alors, il y a une place colossale aux expérimentations dans tous les sens, vérifier dans tous les coins comment ça va. Après, on peut l'optimiser, etc. Mais faut pas trop aller trop loin avec des simulateurs parce qu'on est vite limité aux disparités entre tubes, etc. Donc là, on en est à un seuil où il faut le construire, mesurer, et éventuellement, cette résistance R8 là, qui permet de rééquilibrer les niveaux des deux branches symétriques, c'est de mettre un petit potentiomètre plutôt qu'une résistance fixe pour pouvoir régler. Parce que ça, c'est vraiment dans la réalité qu'on va voir exactement ce qui se passe. Alors après, il suffit de mesurer en sortie, mettre un signal en entrée, mesurer ici simplement au voltmètre RMS d'un côté, mesurer ici et équilibrer de telle sorte qu'on ait les mêmes choses de chaque côté. Et là, c'est tout bon, et hop, on a un ampli qui va peut-être faire, on va dire 8 watts, sans beaucoup de distorsion, avec des tubes qui fonctionnent bien, un beau petit machin, et voilà, avec des tubes recyclés et qu'on a en stock. Et puis en plus, c'était le premier ampli que j'avais fait, donc c'est pas mal de reprendre ça comme support. Et donc, encore une fois, c'est un moyen d'apprendre comment fonctionne un appareil en expérimentant comme ça et en se forçant carrément à changer des choses dedans pour voir, pour réévaluer ce qui manque, pour pouvoir réobtenir quelque chose qui fonctionne. Ça force à comprendre le schéma, sinon on n'y arrive pas. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment cette notion ici et là de contre-réaction et finalement de buffer, de gain unité un peu imparfait parce qu'il n'a pas un gain infini, et de voir pourquoi il y a cette résistance-là, pourquoi elle est là pour rééquilibrer les branches. Voilà, donc ça c'est un ampli, je pense, il sera fait par quelqu'un, je pense, avec ces tubes-là. Et puis voilà, c'était recycler un schéma et faire quelque chose avec.